On continue à faire. Et puis l'urgence, c'est connu, c'est là où il y a les phares, c'est là où il y a les camions et c'est là où c'est très visible. Mais le développement, la capacité des autorités, des forces armées, des sociétés nationales qui sont très proches des populations, ça c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps, tout naturellement. Donc c'est possible pour des acteurs humanitaires de faire les deux choses en même temps, même parallèlement. Je dirais même, c'est pas exclu de faire les deux choses en même temps. Aujourd'hui, c'est aussi lié à l'argent. C'est très clair que là où on a une urgence, c'est payé. C'est payant. On le voit avec notre partenaire de la fédération qui est très souvent dans le business un peu pénible de soutenir les sociétés nationales, de trouver des fonds pour ça. Difficile. Ça attire pas beaucoup de fonds. Donc, ça c'est une question certainement pour les organisations. Est-ce qu'on peut faire du early recovery, comme on dit, si on n'a pas de fonds pour? Est-ce qu'on doit inclure ça dans le plan qu'on va proposer? Aussi, les fonds pour le développement, ça prend beaucoup plus de temps et c'est souvent lié à des aspects politiques. Prenons l'Haïti, parce qu'on l'a évoqué à plusieurs reprises. Si aujourd'hui certains fonds sont bloqués, c'est lié aux élections. Donc ça avance pas. Donc les gens qui sont là pour l'urgence doivent continuer à travailler sur les populations. Donc ces aspects, il ne faut pas les oublier, mais c'est possible de travailler en même temps sur les deux aspects. Merci. Eh bien, on va rejoindre maintenant, il nous reste 5 minutes, je pense, la réflexion question de Marc-Antoine. Et il y a aussi une question, je crois, de Sandrine. Alors Sandrine Chopin, déjà. Moi, j'ai une question sur les défis qui nous attendent aujourd'hui. Et donc, François, tu parlais tout à l'heure, par exemple, de la situation de Katmandou au Népal. Donc, les défis d'aujourd'hui, c'est, bon, ok, on n'a pas super bien fait les derniers coups. Qu'est-ce qu'on peut faire mieux? Et on a parlé ensemble ce soir d'augmenter la résilience à la fois des populations et des structures locales, d'augmenter les capacités et de diminuer la vulnérabilité. Les vulnérabilités, on les a nommées tout à l'heure, elles sont nombreuses, mais elles ne sont pas simplement économiques, bien sûr, elles sont politiques, sociales, elles sont culturelles. On a vu dans les dernières catastrophes que, par exemple, il y avait une véritable vulnérabilité du cultural heritage. Dans des villes comme Port-au-Prince, où il y a des constructions très très anciennes, il est évident qu'on ne va pas tout mettre par terre pour pouvoir reconstruire de façon... des constructions qui vont résister au tremblement de terre. Néanmoins, qu'est-ce qu'on peut faire dans les zones qui sont similaires pour pouvoir prévenir une véritable catastrophe humanitaire? Alors, est-ce que c'est pas à nous aussi, quand on intervient, lors d'une catastrophe humanitaire, d'intervenir sur l'urgence, mais de tout de suite préparer l'après, c'est-à-dire la prochaine urgence, la prochaine catastrophe. Donc, on doit travailler sur le renforcement de capacité, la réduction de vulnérabilité, et puis donc faire vraiment des vrais programmes de prévention des catastrophes, la réduction des risques. Et ça, c'est quand même toute notre articulation entre la réponse humanitaire d'urgence et le développement. C'est là que le continuum doit s'inscrire. Donc, je reviens à cet exemple de Katmandou demain. Qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, il va falloir qu'on travaille sur le cadastre, s'il y en a un ou s'il n'y en a pas. Il va falloir travailler sur la formation des ingénieurs, il va falloir travailler sur la formation des personnels de santé, s'assurer que les ambulances sont là. Enfin, il y a de multiples facteurs, et je pense qu'aujourd'hui, une des leçons qu'on peut tirer d'Haïti, c'est se dire, le défi, c'est de penser à l'urgence avant qu'elle arrive. Et c'est d'avoir suffisamment de financement aujourd'hui pour pouvoir se préparer à cette prochaine urgence. On a oublié un point tout à l'heure quand on parlait des problèmes de cadastre, de reconstruction d'habitats temporaires ou d'habitats transitionnels. Les habitats transitionnels, on a des exigences bailleurs. Le bailleur, il nous dit, moi, vous pouvez donner une maison à condition d'avoir un certificat de propriété. Alors, c'est pas l'idée d'aller chercher le certificat de propriété, c'est pas seulement parce que nous, on le veut et on va se donner cette exigence, c'est aussi parce qu'on a des exigences bailleurs. Merci Sandrine. Donc, handicap international. En 1 minute, 2 minutes, François, Pierre. Premier élément pour le futur, comprendre les menaces à venir, comprendre les risques à venir.
Nous, on vient de sortir une grosse étude sur les risques non intentionnels, tout ce qui est catastrophes naturelles, technologiques, sanitaires, etc. Les cartographier, zone par zone, au niveau global. Il faut comprendre mieux pour se préparer. C'est le premier élément. Le deuxième, il faut se battre contre les bailleurs. C'est des vraies stratégies. Nous, on a discuté dans toutes ces évaluations, on discute avec les bailleurs en leur expliquant combien eux mettaient les acteurs dans des situations difficiles en imposant des règles qui ne sont pas adaptées. Et ça, c'est un vrai dialogue qu'il faut avoir. Nous, comme Institut de recherche et d'évaluation, on l'a en permanence. Dans des contextes comme ça, il faut amener les bailleurs à comprendre que les choses ne sont pas si simples et ça ne doit pas rentrer seulement dans leur boîte, sinon on ne fait plus rien. Ça, c'est le deuxième point. Et le dernier point, en effet, alors d'abord, quand on a identifié des zones à risque, on peut commencer à accumuler de la connaissance sur ces zones. Voilà, c'est quoi l'histoire de l'urbanisme de Katmandou, comment ça se construit, etc. C'est quoi les acteurs qu'on connaît. Donc faire du travail exploratoire, c'est un investissement, mais qui payera évidemment si la crise a lieu. Et puis le troisième élément, alors ça on revient sur le lien avec les développeurs. Les humanitaires doivent profiter de toutes les phases et de tous les temps qu'ils ont en interaction avec les développeurs, soit en pré-crise, soit en post-crise, pour rappeler combien il est important de prendre en compte les vulnérabilités, les résiliences, comme clé des stratégies de développement pré-crise ou de reconstruction post-crise. Et ça, c'est un travail d'advocacy permanent qu'il faut avoir pour que les choses puissent avancer. Merci. Alors Pierre, harceler les bailleurs. Jérôme disait tout à l'heure 20 millions de dollars pour 1 million de bénéficiaires. Sortir un peu de ce standard et essayer d'être plus intelligent. La carotte et le bâton, qui c'est qui la tient, c'est ça. Mais moi, non, j'ai un petit malaise sur un point quand même, c'est que à la fois, je pense qu'il ne faut pas se tromper de rôle. Je pense qu'il n'appartient pas aux humanitaires de penser qu'ils vont répondre à tous les besoins. Ça serait se donner un rôle qui n'est pas le nôtre. Cependant, ça renvoie à l'attitude des bailleurs. Hein. C'est un peu ce leurre où chaque crise, chaque situation de rupture aurait une réponse. Et moi, je ne questionne pas le fait qu'on fasse mieux qu'hier, parce qu'il n'y a aucun doute. Je ne questionne pas qu'il y a une part de réponse technique, mais l'humanitaire se définit bien en tension avec le politique, et la seule réponse technique n'est pas suffisante. Elle renvoie à des responsabilités bien différentes. Quand on parle d'être une association reconnue, humanitaire indépendante, plus ou moins en fonction de sa capacité à être indépendant vis-à-vis, je sais pas, de ses donateurs, de ses bailleurs, etc., d'une responsabilité différente qui est celle des agences des Nations Unies, d'une coopération, des États et des stratégies aujourd'hui en plus. On est dans le top de l'agenda de la réponse humanitaire, c'est la sécurité, hein, c'est l'agenda sécuritaire, avec ce qui renvoie de perception et de conséquences sur les acteurs de secours dans tous les contextes, crise, guerre, catastrophe naturelle, et en particulier en situation de ville, parce que la ville demain, c'est un peu... c'est Maggie Davis qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « Le pire des mondes possibles ». Et qui explique, moi je trouve très bien ces dynamiques et les questions que ça pose, mais il ne parle pas vraiment des acteurs de secours ou des acteurs humanitaires, il parle des gens directement concernés, hein. Il parle de dynamique politique, ce qu'on disait au tout début du débat sur la ville comme zone de pouvoir et complexe.